Cette semaine pour le podcast, on a reçu Laure Varidel. Laure qui est une sociologue spécialisée en environnement. En fait, depuis plus de 30 ans, elle se bat pour les questions environnementales. Elle a notamment cofondé Équiterre, qui est bien connu, et est aussi responsable de tout ce qui est commerce équitable au Québec. Alors c'est grâce à elle si on peut avoir du café équitable maintenant un peu partout. Ça a été vraiment une conversation enrichissante, pertinente et, je dois dire, parfois difficile. Parce que quand on en apprend un peu plus sur la planète, c'est pas toujours réjouissant. Mais bref, je crois sincèrement que c'est l'épisode probablement le plus important à écouter. Un gros merci à Laure et sans plus tarder, voici Tête à tête des cantons avec Laure Varidel. En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un Tête à tête des cantons. Alors, aujourd'hui, pour le podcast, on a l'honneur d'avoir Laure Varidel avec nous. Comment ça va, Laure? Ça va bien. Merci pour l'invitation, Jules. Merci à toi. Avant toute chose, on va essayer de résumer ton CV. J'aimerais ça que tu m'aides, si possible. Donc, de ce que j'ai trouvé, activiste, écologiste, sociologue, enseignante, chercheur, auteur, conseillère, chroniqueuse, doctorante, chevalière de l'Ordre du Québec et du Canada. Est-ce que ça fait le tour? Oui, ben là, je suis plus doctorante, là, je suis rendue docteur. Ah, docteur, oui. J'ai fini mon doctorat, c'est donc encore mieux. ouais. Mais justement, à quoi tu réponds à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie avec tous ces chapeaux que tu portes? » Avec toutes sortes de titres différents, ben je pense que éco-sociologue, c'est ce qui vient en premier. Puis j'aime bien aussi dire que je suis mère, notamment mère au front, parce que ça, c'est mon nouveau cheval de bataille, Ok. justement. Ouais. Avec d'autres mères, on a eu envie de se mobiliser pour finalement faire appel à cette fibre-là maternelle et plus généralement, en fait, les humains, on souhaite protéger l'avenir de nos enfants. Donc, c'est à ce titre-là qu'on a créé le mouvement des mères au Toujours front. sous l'aspect de l'écologie, j'imagine? Oui, ben l'idée, c'est vraiment de se mobiliser puis d'exiger des choix qui soient cohérents avec le monde qu'on souhaite à nos enfants et à tous ceux et celles qui suivront. Donc, ça implique des choix différents en matière d'environnement, c'est très, très clair, mais aussi plus globalement de société pour qu'on tienne compte davantage du bien commun puis de l'importance de protéger la vie sur Terre telle qu'on la connaît. OK. Laure, tu es née à Chessal-sur-Oron. Chessal-sur-Oron en Suisse. Mais tes parents sont venus au Québec quand tu étais toute jeune. Oui, j'avais 2 ans. OK. Est-ce que tu as quand même un souvenir de la Suisse? Est-ce que tu as quand même connu ce pays-là? Oui, ben j'ai un souvenir très peu de mes 2 premières années là-bas, j'imagine. mais surtout quand je J'imagine. retournais en vacances parce que mes grands-parents s'ennuyaient beaucoup de nous. Donc, mes parents envoyaient ma sœur et moi avec un billet OK. d'avion autour du cou. Wow. Et on partait toute seule, même très jeune, en avion. Puis mes grands-parents venaient nous récupérer à l'aéroport de Genève. Dans ce village-là, dans cet Oui, endroit-là? oui. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là. Et ce qui a été très, très chouette, c'est que plus tard dans ma vie, quand je suis devenue maman, je m'étais toujours dit qu'un jour, j'aimerais retourner en Suisse pour OK. le vivre vraiment, là, pas juste en vacances. Puis je m'étais toujours dit aussi qu'un jour, j'aimerais faire un doctorat. Donc, je me suis inscrite à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Et on est retourné habiter dans le village où je suis née. OK. Donc, mes enfants ont pu aller à l'école où mes frères et sœurs étaient allés, mais même mon père et mon grand-père. Wow. Donc, Wow. ça a été quelque chose de très chouette de pouvoir retourner dans la forêt où j'allais jouer quand j'étais petite. Ah, c'est cool. Revoir ces lieux-là qui étaient importants pour Ils n'ont moi. pas tout rasé pour mettre des centres d'achat là-bas? Non, vraiment OK. pas. Ça, je dois dire que la Suisse est très, très réglementée à toutes sortes d'égards, Ouais. pour le meilleur et pour le pire, je dirais, parce que des fois, les gens ont l'impression que c'est ça, qu'ils sont un peu pris à rien pouvoir faire. OK. Mais en fait, ça fait aussi que beaucoup, en fait, le territoire plus globalement est beaucoup mieux protégé qu'ici. Il y a un OK. attachement au patrimoine qui est très, très grand. Puis aussi un accès à la beauté, à la nature que j'ai comme redécouvert et que j'ai pu apprécier en retournant là, notamment un réseau de sentiers où tu passes chez des propriétaires privés, mais où les gens se donnent accès, laissent des droits Ils laissent de passage. passer.
Ouais, fait que tu peux traverser OK. la Suisse par Mont et par Ah, Vaud c'est cool. sur des sentiers qui sont rendus publics. Là. Tu vas à la montagne, autour des lacs, un peu partout. Fait que ça, c'est une grande richesse Hein. pour la Suisse. Je pense que c'est encore Et plus important que ses banques ouais. en termes de vraie Non, richesse. c'est vrai. C'est un très beau pays, mais puis justement, ça ressemble à quoi cette région-là de la Suisse? Ben, c'est une région très, très montagneuse. OK. Ben, en fait, c'est dans les préalpes, donc c'est pas dans le Valais qui est ou dans les Grisons qui sont encore plus montagneux, mais OK. on voit les Alpes tout autour, puis c'est vallonné, il y a de la forêt, des champs, c'est agricole, c'est dans cette région-là qu'on produit le gruyère. Donc moi, mes Ah, wow, ancêtres, OK. pendant très longtemps, amenaient leur lait au fromager du village pour OK. qu'il soit transformé en gruyère. C'est comme ça que Wow. ça se faisait. On pourrait parler peut-être de ton arrivée après, justement, au Québec, où tu as grandi à Mont-Saint-Grégoire, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est là que mes parents ont choisi d'acheter une ferme, une ferme laitière. OK, justement, est-ce que c'était pour faire du gruyère ou... Mais en fait, ça a été un petit choc pour mes parents, je dois avouer, parce que l'agriculture était pas tout à fait pareille ici Non. qu'en Suisse, notamment dans ces dimensions. Puis c'est beaucoup plus industriel, en fait, ici. Ouais. Donc, puis c'est un petit peu ça aussi qui a appelé mes parents à dire l'espèce de rêve des grandes terres OK. à perte de vue, des gros tracteurs. Ouais, Puis, tu ouais, sais, ouais, ouais, ouais. dans l'imaginaire de ce qu'on associait à l'époque au progrès là, qui est en train de changer aujourd'hui, on Ben oui. réalise plutôt l'inverse, qu'on C'est est ça, c'est mieux en train de s'inverser, en fait. Oui, Hein? complètement. Mais c'est quand même l'image qui dominait dans les années 70. Là. OK. Faut se rappeler de ça. Et donc, mes parents ont acheté une terre, je ne me rappelle plus le nombre d'hectares et tout, une production laitière. Puis à ce moment-là, ben, c'était un immense camion qui venait chercher le lait et qui l'amenait on ne sait pas où, Ah puis qui ouais, devenait OK. on ne sait On pas sait pas quoi. quoi. Mais il l'achetait. Oui, ben c'est comme ça que ça Ah fonctionnait. ouais, Ben encore OK. maintenant, pour la majorité des producteurs laitiers, OK. c'est en fait, j'avais pas conscience des détails. J'étais toute petite Ben ouais. à l'époque, mais c'est avec leur système de quotas. Donc OK. la production est très centralisée par la suite. Puis après, il y a une répartition qui se fait selon les besoins du marché. OK. Je savais pas que c'était comme ça que ça marchait. Donc toi, tu as grandi sur une ferme, en fait. Oui, oui. Puis quel souvenir tu gardes de cette époque à Mont-Saint-Grégoire, sur la ferme, avec tes parents? Ah, ben, j'ai beaucoup aimé, je pense que j'ai grandi dans un environnement qui était privilégié dans le sens où il y avait mes parents qui étaient toujours présents. Mmh. Il y avait un milieu pour jouer qui était énorme. Je veux dire, il y OK. avait peut-être pas beaucoup de voisins proches, ça Ouais, me ouais, manquait ouais. peut-être en termes de socialisation, mais j'ai une grande connexion avec la nature, puis avec les champs aussi cultivés. Je me rappelle de beaucoup avoir joué dans les champs de maïs, de OK. courir là, d'avoir fait des cabanes dans le foin, d'avoir joué Hein. avec les chats qui étaient très, Les très fameux chats de présents grange, aussi. genre. Ben oui. Ouais, ouais. Il y en a tout le temps. Il y en a Ouais, tout le temps une ils dizaine. mangent les souris, fait Hein. que ça c'est bien parce que les souris Ouais. mangent le grain. Hein. Fait que c'est ça. Puis après, mais quand même assez tôt, mon père a remis la ferme à mon frère Ah, qui a OK. 13 ans de plus que OK, quand moi. même. Et puis, on est allé habiter à 5 km. Donc, mon père continuait à travailler avec mon frère. Et puis, on habitait à Saint-Alexandre sur une autre petite fermette où on avait un immense potager OK. bio et puis encore un petit peu de quelques animaux plus OK. pour la famille. Wow. Il y a une ferme qui existe encore aujourd'hui, justement, à Saint-Grégoire, qui s'appelle la ferme Cadet-Roussel. Est-ce que Oui! tu peux me parler un peu de cet endroit? Oui, ça c'est une ferme qui est extraordinaire en fait, qui appartenait et qui appartient encore, même c'est leurs enfants qui l'ont repris, aux grands amis de mes parents, Jean et Ah, OK. Madeleine Roussel, qui étaient leurs meilleurs amis, je dirais, OK. et où j'ai travaillé d'ailleurs quand j'étais petite. OK. Je pense que j'ai commencé à travailler là, j'avais 12 ans, et notamment je gardais les enfants, puis après ça, ben, j'ai donné un coup de main à désherber dans les champs et tout ça. OK. Et c'est vraiment des gens qui ont été pionniers dans l'agriculture biologique au Québec. Et après, c'est avec eux qu'on a fait le premier projet d'agriculture soutenu par la communauté avec Équiterre, là, les OK. fameux paniers bio. Oui, oui, oui. On savait que ça existait parce qu'on avait lu à ce sujet-là. Il y avait des projets comme ça au Japon, puis OK. en France. Puis après, on a vu qu'il y avait, avec une ferme, Compagnie Paul, un projet qui existait aussi. Mais là, on a commencé avec cette ferme-là, puis après ça, on a fait un grand réseau qui existe toujours maintenant, qui est la COPIL, qui est avec... OK.
au départ avec Équiterre, maintenant qui est indépendant d'Équiterre, mais ça a été vraiment le premier projet qui a permis de rendre ça possible. Donc, le premier point de chute pour OK, les paniers bio, c'était dans c'était notre là-bas. appart dans le Myland avec mes OK, colocs, qui étaient wow, aussi des cofondateurs d'Équiterre. Puis c'est comme ça OK. que l'aventure a commencé. On était tous étudiants à Ah, l'époque. ah, wow. Mais c'est ça, justement, parlons-en des guitares parce que ça a été fondé en 1993, je crois. Ça, c'est Oui, l'année de ma naissance, justement, ouais. donc Ouh, une belle année. Une belle année. ça me rajeunit pas. Mais oui, en 1993, alors, tu avais seulement 20 ans, je crois. Ouais. Et puis, ça a commencé justement comme un organisme à la base, je pense, avec de tes colocs ou tes amis. Ouais, c'est ça. Ben, Ouais, comment ça a c'est ça, commencé? on était tous étudiants dans des universités différentes. Il y avait quelques-uns d'entre nous qui étaient allés à Rio, où il y avait le sommet de la Terre, en OK. 92, donc l'année d'avant, et qui étaient revenus après avoir déjà été en lien avec plein d'autres jeunes qui étaient à Rio et qui avaient décidé, comme dans l'espèce d'élan qu'on peut avoir quand on est jeune et sky is the limit, Ouais, ouais, ouais. de former un réseau international de jeunes qui allait s'appeler Action pour la solidarité, l'équité, l'environnement et le développement. Donc, l'idée, c'était de travailler non pas seulement à dénoncer des problèmes, mais surtout à proposer Des des pistes de solutions. solutions. Le hic, OK. c'est qu'on n'avait pas une scène personne. Ouais, Fait que de mener en vie un grand réseau international ouais, avec des étudiants ouais. sans moyens, Vous c'était étiez un défi. motivé, par On exemple. était super motivés, puis ben, Ouais. je dirais que ça a marché à plein d'égards. Mais la preuve, c'est que Équiterre est né de ça, parce que OK. l'acronyme de ce réseau-là, c'était ACID. Fait qu'en français, les gens disaient acide, acide, fait qu'on a changé de nom. Donc, l'option réseau international est tombée, mais par contre, ben, ici de Québec est devenu Équiterre. Puis je sais OK. qu'il y a des groupes, notamment aux Pays-Bas, Amsterdam, il y a une autre organisation qui existe encore. Puis eux, je pense qu'ils ont gardé le nom parce qu'en anglais, ça marchait mieux. OK. OK. Puis en néerlandais aussi, je pense que c'est le même Wow. acronyme. En tout cas, quelque chose comme ça. Mais ça a été très, ça a quand même été très, 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 très formateur. Puis évidemment, ben, ça a porté fruit parce que Équiterre est devenu quand même une Mm. organisation bien connue et reconnue au Québec, au Canada, puis de plus en plus internationalement aussi. Et puis depuis 1993, donc il y a 27 ans, as-tu remarqué quand même un changement ou plusieurs changements au niveau des mentalités par rapport à justement peut-être une prise de conscience face à l'écologie, au changement climatique et tout ça? J'imagine qu'il y a eu quand même beaucoup de chemin qui a été fait, là. Ben, il y a eu des changements, effectivement, beaucoup dans le discours, puis oui, dans Mm. la prise de conscience, et ça, c'est merveilleux. Puis je pense que si il n'y avait pas eu la sensibilisation, tout le travail qui a été fait, les choses seraient encore pires. Mais malheureusement, ça semble pas avoir été suffisant pour prévenir, en fait, les crises qui sont en train de s'amorcer maintenant, Mm. notamment sur le plan du climat, mais aussi de la perte de biodiversité, parce que c'est très inquiétant de voir les données scientifiques qui sont publiées les unes après les autres, que ce soit localement ou globalement. Là, les signaux d'alarme sont tous allumés. Mm. Finalement, tout le monde le sait, mais il n'y a pas nécessairement plus d'action qui a été fait, là, tu sais, même Mais dans au courant de toutes ces années-là, là. il y a un manque de cohérence profonde, tu sais, OK, parce qu'on ouais. parle à n'importe qui, tout le monde est en faveur du respect de Ah ouais, l'environnement, ouais. d'une plus grande justice sociale. Il y a personne qui souhaite des catastrophes comme des pandémies, celles qu'on vit Mm. actuellement, puis que pour laquelle il y a quand même beaucoup de liens qui sont faits Ouais, ouais. avec la perte de biodiversité, puis maintenant le fait qu'il y a de moins en moins de degrés de séparation entre certaines zoonoses, donc certaines maladies comme la COVID et les humains. Donc, il y avait des barrières naturelles que la OK. biodiversité permettait d'avoir, qui prévenaient qu'il y ait autant de zoonoses. Mais là, ce que les chercheurs disent, c'est qu'on est juste au début d'une vague. Là. Ils constatent que mais ce qui s'est passé comme avec le sida, l'Ebola, d'autres SRAS avant, parce que la Ouais, COVID est un type de SRAS, ouais. c'est quelque chose que si on continue à fonctionner de la manière qu'on fonctionne, va augmenter. Fait que OK. il y a des signaux d'alarme, puis malheureusement, bon, en ce moment, on est peut-être encore trop en période de crise, on se questionne pas suffisamment sur les Ouais. causes et la Mm. prévention, mais il y a certainement là aussi des signaux d'alarme qui sont allumés par des scientifiques et qu'on n'écoute pas. Mm. J'ai l'impression que, dans un certain sens, avec la crise actuelle sur la pandémie,
on a peut-être oublié la crise peut-être plus générale, la crise écologique, tu sais, comme un peu en arrière-plan. Est-ce que t'es d'accord avec Ouais, ça? je suis d'accord avec toi, puis pourtant elles sont liées, mais on Mhm. est tellement là dans l'immédiat Ouais, qu'on exact. on oublie que là, on est en train d'alimenter d'autres crises. En même temps, c'est sûr qu'il y a eu aussi un ralentissement de l'activité industrielle pendant quelques mois, ce qui a contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ce qu'on est en train de voir, c'est en train de C'est repartir de plus reparti. belle, puis sur le plan de la consommation, même la surconsommation, il y a une tendance à aller plus vers le jetable aussi, soi-disant pour des mesures d'hygiène, Oui, oui, mais il oui. y a quand même moyen de faire Mm. autrement tout en respectant les mesures sanitaires. Fait que, voilà, il y a de quoi encore Ben non, c'est s'inquiéter ça, faut malheureusement. pas l'oublier. Puis d'ailleurs, j'ai lu un peu un ouvrage que tu as publié qui s'appelle 101 idées pour la relance. En fait, c'est avec le pacte, je crois. Oui, oui, ça c'est un autre chapeau que je porte, co-porte-parole du Pacte pour la transition. Donc, on a lancé il y a plus d'un an un ensemble d'idées. En fait, on a proposé, on a d'abord travaillé à rassembler les idées qui circulaient dans différents courants, que OK. ce soit des propositions de scientifiques ou des propositions citoyennes ou une diversité d'idées qui circulaient. On les a rassemblées en 101 idées et là, on a lancé l'invitation à toute la population de commenter et de bonifier les idées qui étaient là pour la transition. OK. Et après un an de consultation, on a donné ces idées-là à des scientifiques dans les différents secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de Mhm. serre pour qu'ils en fassent un tri, parce que des fois, il y a des fausses bonnes idées. Hein. On OK. pense que telle chose, ça va régler le problème. Finalement, on fait juste déplacer le As-tu un problème. exemple de ces fausses bonnes idées? Ben, tu vois, par exemple, bon, pour le Québec, c'est une vraie bonne idée, mais OK. si on était aux États-Unis, ça en serait pas une, l'auto électrique. OK. L'auto électrique, quand on fait l'analyse cycle de vie, notamment des batteries, Ouais. et beaucoup d'éléments là-dedans qui sont faits à partir de ressources non renouvelables, Exact. qui sont Ouais. très énergivores, mais on réalise que si ces batteries-là, donc si les autos électriques ne sont pas alimentées avec des énergies renouvelables, ben à ce moment-là, c'est pas une bonne idée. OK. Par contre, au Québec, vu qu'on a l'hydroélectricité, Oui. à ce moment-là, c'est une bonne idée. Mais il y a des OK. meilleures idées encore que l'auto électrique OK. si on veut réduire encore Ouais. plus les émissions de gaz à effet de serre. Et ça implique de repenser, repenser notre territoire pour faire en sorte qu'on ait moins besoin de se déplacer. C'est donc d'aménager nos villes et nos villages pour faire en sorte qu'on Ouais. puisse faire le plus de choses possibles À pied, en pied, vélo. en vélo ou en transport en commun Mm. aussi. Puis il faut se rappeler, par exemple, si on regarde juste la population du Québec, ben, pratiquement la moitié de la population est dans la grande région de Montréal. Donc ça, c'est un espace où il y a une forte densité de population. On aurait tout intérêt à développer massivement le transport en commun et à aménager les quartiers pour que les gens puissent justement se déplacer, répondre à leurs besoins plus localement. Mais ça implique un changement de mentalité, paradigme ouais. et de mentalité. Ouais. Parce que si on fait juste remplacer les autos à essence avec des autos électriques, on règle pas les problèmes de congestion, on règle pas Non. les problèmes d'aménagement du territoire, même les problèmes de santé, à part le fait que l'auto électrique émet moins de polluants, là, donc est meilleur pour la qualité de l'air. Je veux dire, l'espace qui est nécessaire pour stationner ces véhicules-là, qui, comme les autres véhicules, sont non utilisés pendant 95% Oui, c'est du temps. J'allais dire, ça m'a marqué. J'ai écouté quelque chose, une vidéo dans laquelle tu étais, puis tu disais justement, c'est ça. Les autos sont utilisées, pendant 95% du temps, sont parquées, en fait, sont stationnées, puis Ouais. ça m'a fait réfléchir. On pourrait avoir une auto pour 20 personnes, là, tu sais, puis Ben ouais. se la passer, genre, je sais pas quoi, là, tu sais. Ben c'est ça, c'est mieux se coordonner, puis ça commence ces initiatives-là, puis quelque part,
Internet, les téléphones intelligents aident à favoriser ça, l'autopartage et autres. Mais globalement, on est encore pris avec ce problème-là. Tout l'espace utilisé par ces véhicules-là, notamment dans les villes où on manque de lieux pour faire des parcs, où on manque de lieux pour planter des arbres qui aideraient la qualité de l'air, qui aideraient à améliorer la qualité de vie aussi en ville, parce que plein de gens déménagent en banlieue ou déménagent à la campagne parce que ils trouvent que la qualité de vie en ville, à cause de la présence des voitures, est moins bonne. Puis paradoxalement, ben, le fait que tout le monde déménage à l'extérieur mais revienne en ville avec leur voiture, ça fait juste exacerber le problème. Fait il faut qu'on trouve des solutions plus systémiques à ça. Même ici en campagne, tu vois, c'est difficile de vivre ici puis de se passer d'avoir une auto quand même. Là, c'est clair. Moi, j'habite à Fredericksburg, puis je me verrais pas, sincèrement, pas avoir d'auto pour me déplacer. Je pourrais pas faire grand-chose, tu sais, puis il y aurait vraiment manière de peut-être justement repenser à ça, tu sais. Mais l'autopartage pourrait l'être. T'imagines au dépanneur de Fredericksburg ou ailleurs, là, un endroit où tu aurais une flotte d'autopartage où les gens diraient, ben OK, on met nos autos ensemble puis on s'informe quand on l'utilise. Ça fera en sorte que dans bien des familles, au lieu de devoir avoir 2 voitures ou des fois 3 voitures, des fois 4 voitures quand il y a 4 adultes qui sont là, ben tu t'organises pour en avoir juste 2 ou juste une. Puis là, tu prends des autopartages quand t'en as besoin autrement. Fait que tu sais, c'est de repenser l'utilisation de la voiture. Puis plus généralement, je dirais, l'utilisation de tellement d'objets qu'on a à profusion dans nos maisons. Tu sais, on a tous besoin ou dans le même quartier. C'est sûr que ça facilite quand on est dans un village ou dans une ville, mais est-ce qu'entre voisins, on peut se prêter des choses plutôt que de tous en être propriétaires? Tu sais, combien d'objets, même dans une cuisine, là, qu'on utilise juste occasionnellement, qu'on pourrait se les partager? Écoute, Laure, si tu veux bien, on pourrait peut-être parler un peu de la région ici, des cantons de l'Est. Oui, que j'adore! Ouais, tu as un attachement particulier pour la région? Oui, vraiment très, très grand. Bon, je suis quand mes parents immigrés de la Suisse, c'est quand même pas très loin d'ici, là. C'était à Mont-Saint-Grégoire, fait qu'il y avait déjà une petite colline. Mais à Fredericksburg, dans la région, ben, j'aime particulièrement les collines, le paysage qui est bien ondulé, la végétation qui est luxuriante. Je trouve qu'à certains moments, l'été, on se croirait presque en Toscane. Il y a comme quelque chose dans l'air qui est très particulier dans la lumière. J'aime ces arbres, ces immenses pins, ces champs de toutes sortes de couleurs, puis ces gens. J'ai vraiment un attachement pour les gens dans la région. Je trouve qu'il y a une grande ouverture d'esprit. On a beaucoup d'artisans, tant en agriculture bio que dans la transformation alimentaire. On a des artistes aussi qui font toutes sortes de belles choses, des gens qui aiment transformer le bois, beaucoup de gens originaux qui se gênent pas pour penser outside the box, comme on dit. Ben, il y a peut-être justement ça, ce mélange aussi entre anglophone et francophone qui est très riche parce que ça amène différentes perspectives. Des fois, on aimerait avoir un petit peu plus de diversité culturelle encore. Ça serait le fun. Je dirais que c'est la seule chose qui viendrait aussi diversité manque. Culinaire, tu sais, ça serait cool, là, des restos je sais pas, des vrais restos mexicains, genre, où j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup, tu sais, malgré tout. Puis pourtant, tu dis mexicain, puis il y a beaucoup de Mexicains ici pendant l'été qui viennent travailler, fait que ça en prendrait quelques-uns qui décident de s'établir, puis qui nous font un bon restaurant mexicain avec de la vraie nourriture mexicaine, pas américanisée. Ben, on pourrait soumettre l'idée. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a comme un bouillonnement, tu sais, puis justement, moi, je fais un podcast, tu sais, sur les gens de la région, intéressant, puis ma liste là, de futurs invités là, s'allonge à chaque jour. Là, puis telle personne fait un truc cool. Puis lui, ça fait longtemps qu'il est dans le coin. Puis elle fait de l'agriculture bio depuis 30 ans. Tu sais, puis en tout cas, il y a tout le temps plein d'idées. Puis je pense vraiment c'est unique au Québec. Tu sais, c'est cool ici. On dirait que, je sais pas si... je sais pas si parce que c'est tous des expatriés du plateau Montréal.
On dit ça, là, mais c'est Mais pas tu tout sais, il y a ça. d'autres Mais... belles régions au Québec. Il faut quand Oui, même oui, que oui, je le oui, dise oui. parce que je me suis beaucoup promenée Ben oui, et non, tout. non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qui est assez unique. Puis moi, j'ai un point d'attachement assez grand aussi. Ben, tu sais, mes enfants sont allés en partie à l'école au village de Fredericksburg. C'est une petite école, c'est à dimension humaine. Il y a quelque chose de très... en fait, où les liens sont faciles Ouais. entre nous tous. Et ça, je pense que c'est une grande richesse. Les meilleures adresses des cantons de l'Est. D'ailleurs, est-ce que tu permets de faire le segment Les meilleures adresses des cantons de l'Est? C'est 4 petites questions pour voir si tu connais justement ta région. OK. Alors, pour toi, évidemment, le plus beau village. Ben là, je vais dire Fredericksburg, Ok. c'est sûr, c'est celui que j'ai choisi. Le meilleur restaurant. Là, la région, ça peut s'étendre jusqu'à tous les cantons de l'Est. Là. Le meilleur restaurant. Je dois avouer que je vais pas tant que ça explorer les restaurants dans les faits parce qu'on a un grand potager ici. On a plein d'artisans qui nous fournissent plein de bons produits. Fait que j'aurais tendance à dire que j'aime bien être ici. Mais l'endroit qui fait de la restauration que je trouve le plus chouette, c'est le Beet et Betterave à Fredericksburg. Parce que non seulement parce que ils servent des produits bio, locaux et tout ça, mais aussi pour le rapport culturel à la région. Ils font venir des gens d'un petit peu partout qui viennent faire des choses. C'est très chaleureux, c'est très ouvert sur la communauté aussi. Et moi, j'adore leurs falafels. Ouais. Ils sont vraiment bons. Ouais. Et puis... c'est ça. Puis là, ils se sont mis à faire de la bière aussi, qui est excellente. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment très, t'aimes la bière? Très chouette. Oui, j'aime la bière. Ah ouais, OK. Ouais. Plus que le vin ou plus bière? Ben, j'aime les deux, mais l'été, quand il fait chaud, moi, j'aime vraiment la bière. OK. Et se disant, justement, au Beet et Betterave, c'est cool. Là, l'été, justement, tu prends une assiette, tu manges, puis tu regardes derrière le potager, puis t'es comme, bon, mais tout ce que je suis en train de manger vient exactement de derrière ici. Tu sais. C'est vraiment formidable. Puis t'as une vue sur le mont Pinacle aussi, puis le cool. terrain de jeu un peu plus loin où les enfants vont s'amuser. Et la plus belle vue de la région? Ben moi, le chemin du verger modèle, je dirais qu'il est assez à Fredericksburg encore. Là, vous allez dire que je suis très, 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 très locale. Mais moi, c'est un chemin sur lequel j'adore courir. Puis je trouve qu'on a vraiment une belle vue. Maintenant, je dois avouer que quand on monte un petit peu plus loin, puis on va à la pépinière Sauvageau, en fait, là. Ah oui, sur chemin Godbout? Non, ouais, c'est Godbout, je pense. Godbout, oui, chemin Godbout. Qu'il faut monter, puis après tu passes en haut. Là, je veux dire, ils ont une perspective qui est sont plus en hauteur, encore plus large. Mais là, on est il y a tellement de vergers dans ce coin-là, c'est fou. Là. Tout le monde a des pommes dans ce coin-là. Là. Ouais. Non, puis après, c'est tous les vignobles. Ouais. Non, c'est vraiment magnifique. Et puis, d'abord, vu que t'aimes la bière, meilleure bière de la région, je sais pas si t'as été... Ben, c'est sûr que la bière de Danam, on la boit souvent, on l'aime beaucoup, mais je dirais que celle de Beet et Betterave, elle s'améliore de plus en plus. Là, ils commencent, ils sont encore au début, mais je l'aime beaucoup. Puis sinon, ben, je dirais Danam. OK, Danam. Parfait. Mais faut dire, c'est ça, dans le fond, toi, tu vis un peu les deux. Tu vis aussi en ville. Oui. OK. Oui, parce que ma fille, maintenant, va à l'école. Ben, en fait, nos enfants vont à l'école à Montréal, mais tout particulièrement ma petite puce Alfie, qui est plutôt une petite puce parce qu'elle va avoir 16 ans, mais elle a des besoins particuliers. Oui. Puis si on était resté ici, ça aurait vraiment impliqué des transports, passer des heures et des heures en véhicule tous les jours. Fait que c'est plus facile de faire ça à Montréal. Puis c'est ça, Colin et Justine sont au cégep, fait que ça aussi, c'est plus facile en ville, mais on revient vraiment ici le plus souvent possible. OK. Est-ce que t'aimes avoir les deux? Ben oui, je pense que c'est quand même une richesse, mais
je dois avouer que je me sens quand même plus tranquille et en paix quand je suis à Fredericksburg, OK. puis notamment à cause du bruit puis de la circulation. Il faut dire qu'à Montréal, on est vraiment en plein centre-ville, OK. là, puis il y a des bars pas très loin de chez nous, fait que OK. la nuit et le soir, on entend beaucoup de cris de joie et De d'exclamations. boum-boum. Ouais, fait que ça, c'est pas le meilleur spot en ville. OK. Mais en même temps, la vie de quartier en ville est très chouette. Ben oui, c'est ça. C'est bien d'avoir les deux, puis la région est pas si loin non plus, donc Non. ça peut permettre ça. Laure, pourquoi, là, ça va être une question épineuse peut-être, pourquoi un casseau de framboises à l'épicerie des États-Unis va coûter 2,50 alors qu'un casseau de framboises du Québec va coûter probablement 5$ ou Ouais, aux c'est parce environs? qu'on tient pas compte du vrai prix, on OK. tient pas compte du coût environnemental, ne serait-ce que du transport. Tu sais, on sait que les changements climatiques vont coûter extrêmement cher. Ils coûtent extrêmement cher déjà maintenant. Il y a certains problèmes de pollution qui sont carrément irrémédiables. Et puis, si on est compte de ça, en fait, ça fera en sorte que les choix qui sont les produits qui sont biologiques et locaux seraient beaucoup moins chers que ce qu'on achète qui vient de l'autre bout de la planète puis qui a nécessité plein de produits chimiques Ouais. dans la production. C'est que eux en fait, ils ont des champs de milliers d'hectares, puis tout est shooté, donc le rendement est meilleur. Après ça, tu sais. Ben, dans le cas de la Californie, en fait, Ouais. c'est effectivement comme ça que ça se passe. Parce que beaucoup des fruits et légumes qu'on importe au Québec, surtout hors saison, vient de Californie, ce qui Ouais. est complètement paradoxal parce que la Californie manque d'eau Oui, terriblement. oui. Donc, il crée des gros problèmes d'assèchement des sols. Même la population en manque dans Ouais. certains Il y a des feux de forêt en ce moment en plus. Aussi, eux souffrent beaucoup des changements climatiques. Vraiment. Donc, oui, c'est la production intensive qui se fait à grand renfort de pesticides, d'engrais chimiques sur des terres qui sont cultivées en monoculture aussi, donc où il y a pratiquement pas de biodiversité. C'est des milieux très pauvres, en fait, Ouais. même s'ils génèrent beaucoup d'argent d'un point de vue économique. Fait que ça, c'est un problème de notre système économique actuel, c'est qu'on ne tient pas compte de ce qu'on appelle les externalités environnementales et sociales. Et à bien des égards, c'est les futures générations, les jeunes comme toi, qui vont payer le prix de ce modèle qui carbure à l'exploitation environnementale, en d'autres mots, parce qu'on ne tient pas compte des conséquences de nos pratiques. Mais il faudrait au moins aussi que les gens ils soient conscients que au moins d'arrêter d'acheter les framboises, tu sais, c'est juste un exemple, les framboises, mais d'acheter ces framboises-là, surtout quand t'es en saison au Québec, tu sais, d'acheter le maudit casseau à 2,50 de la Californie. Pourquoi, tu sais, faudrait juste arrêter de l'acheter dans le fond, là, tu sais. Absolument. Puis ultimement, peut-être qu'on devrait, ça va complètement à l'encontre des accords internationaux commerciaux, mais peut-être qu'on devrait interdire l'importation en saison de produits qui viennent d'ailleurs. Ça devrait pas... en saison. Puis autrement congé. Puis même, en tout cas, je suis peut-être un peu extrême hors saison jusqu'à quel point est-ce qu'on a besoin. Si on est compte du vrai prix aussi, ça ferait en sorte que on congèlerait davantage, on déshydraterait davantage, on transformerait davantage en saison les produits qu'on produit. On aurait toujours des bleuets dans le congélo, des framboises qu'on a fait pousser ici au Québec. Ouais. Ça se fait, mais c'est un changement de paradigme, encore une fois, mais il faut que le marché tienne compte des coûts environnementaux et sociaux, puis c'est pas le cas en ce moment. Puis c'est là que ce qu'on appelle l'éco-fiscalité peut jouer un rôle, mais ça prend de la volonté gouvernementale. Il faudrait, par exemple, faire en sorte que tu taxes les produits, pas juste les aliments, aussi les autres biens de consommation qui sont plus dommageables pour l'environnement et la société, et tu utilises cet argent-là pour subventionner, pour rendre accessibles des produits qui sont plus écologiques, le temps de transformer l'économie puis de réajuster en fonction des vrais prix. Puis en plus de ça, justement, en ces temps de pandémie, on dirait que ça a été aussi révélateur
à quel point c'est important finalement de s'auto-suffire, tu sais, même au niveau de whatever, mais alimentaire entre autres. Donc, ça fait encore partie de cette idée-là que tu as avancée juste là. Ben, je pense que y a la pandémie amène certaines prises de conscience, puis j'espère que ça va rester Ouais, parce qu'on on en a vraiment besoin. ouais, absolument. Depuis le début de l'été, tu as ajouté une autre corde à ton arc. Tu es chroniqueuse. Et oui, ben en fait, j'ai déjà été chroniqueuse OK. à Oui. Radio-Canada, dans le Reader's Digest même, Ah ouais, dans OK. Le Voir, dans le magazine de l'Université de Sherbrooke, sur différentes tribunes. Mais là, j'avais arrêté d'être chroniqueuse depuis quelques années. J'ai OK. fait mon doctorat, puis j'étais professeure. En tout cas, j'ai fait toutes sortes d'autres choses. Mais là, j'ai une belle proposition au début de l'été, puis je me suis dit, mais ça va être l'occasion de rejoindre un public que je rejoins moins d'habitude, parce qu'on sait, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est très, très lu, hein? Ouais, c'est une belle tribune, en C'est fait. une super tribune. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de mots pour dire ce que je veux dire. Je suis 315 mots. OK. Donc, Je c'est savais une pas que ça petite... fonctionnait comme ça. Mais en fait, pour ma chronique, c'est très court. Pour la publication, c'est la page opinion, mais ça me donne une grande liberté Ouais. de parler de ce que je veux en réaction à l'actualité. Et par contre, dans mon blog, là, j'ai vraiment... je peux parler beaucoup plus, j'ai beaucoup OK. plus de mots. C'est sûr que le public qui fréquente ces plateformes-là, t'as intérêt à pas faire trop long, parce qu'en fait, ce qu'ils Ouais. réalisent, là, c'est que quand tu fais trop long, c'est juste Le pas monde, lu ils du perdent. tout. Ouais. Fait que faut faire des trucs plus courts Ouais. et punchy. Hein. Que j'apprends ça parce que OK. c'est comme après quelques années plus dans le milieu D'université, là. académique Ouais. où au contraire tu développes et tu redéveloppes et tu Étaye. surdéveloppes. Ouais. Là, c'est comme l'effet contraire. Mais c'est C'est un bon contraire. exercice. Hein. Donc, t'es aussi dans la version papier, ça veut dire? Oui, les OK. mardis, donc OK. je suis aussi dans la version papier à Québec et à Montréal. Fait que ça OK. couvre donc Wow. beaucoup de territoires. Puis c'est aussi dans la version électronique, puis le blog, Ouais. c'est seulement la version Puis est-ce que tu as électronique. déjà, depuis le début de l'été, observé comme un feedback des Oui. gens ou comme observé justement, wow, tabarnouche, ça a du reach, là, comme on dit, le JDM. Là, ou... Ben oui, dans le sens où il y a des gens qui me reconnaissent pour ça, à cause de OK. ça, qui me disent « Ah, vous écrivez dans le Journal de Montréal. » Alors qu'avant, c'était pas pour ça que les gens me reconnaissaient. Fait que puis quand je vais à la quincaillerie, quand je vais « Oh ouais, je t'ai lu, ouais, ça a bien de l'allure ce que tu dis. » Mais d'autres fois aussi, quand je regarde les commentaires sur le non, y a web, pas des... là, faut que je me fasse la couenne un petit peu plus non. dure parce que je me fais envoyer toutes sortes Ah d'affaires. ouais. Puis, bon, mais là, j'ai décidé de pas réagir parce que sinon, je perdrais trop d'énergie. Ouais. Tu sais, je tiens compte des critiques quand je sens qu'elles sont fondées, parce qu'on peut toujours s'améliorer et tout. Mais en même temps, des fois, il y a des points de vue qui sont très, très campés. Et, Ouais. Il y a des trucs haineux, genre. Ouais. Ouais. C'est pas super, ça. Ouais. Ouais. C'est quoi, justement, qui te motive, toi, à aller travailler? Ben, en fait, ça ressemble à quoi une journée dans ta peau, Laure Varidel? Je me lève, après, qu'est-ce que je fais? Ouais, mes journées sont assez pleines, mais pleines de choses que j'aime faire. Ça, OK. j'ai beaucoup de chance. Donc, ben, une journée typique, ça dépend de la semaine, de la fin de semaine, mais la semaine, mettons, typiquement, ben, je me lève vers 6h15 le matin. Je prépare le petit déjeuner, notamment Alfie qui a une diète spéciale liée à son syndrome. Je fais un smoothie pour toute la famille. Je fais les lunchs aussi pour toute la famille, même si certains sont grands. Vu que j'en fais pour Alfie, je me dis, bon, ben, je vais en faire pour les autres aussi. Tant qu'à salir la vaisselle. C'est ça. Mais en même temps, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un geste d'amour aussi. Incluant pour mon mari chéri. Fait que même ça peut sembler, tu sais, pas très féministe comme geste. Pour moi, c'est vraiment un geste d'amour. Puis j'aime ça mettre des bonnes choses aussi. Puis c'est mon rapport à l'alimentation qui va avec mon rapport au territoire puis à ceux et celles qui contribuent à nous nourrir.
Puis parce que je sais que si je les fais pas, je pense que ça risque d'être plus quelque chose qui va être pris sur le pouce par les uns et les autres, qui aura pas la même qualité. Fait que, donc je fais ça avec plaisir. Puis ensuite de ça, ben, Alphée monte dans un petit bus qui vient la chercher, qui l'amène à l'école. Puis ensuite de ça, ben, je m'installe devant mon ordinateur et puis je travaille sur différentes choses en même temps. Donc, je fais de la recherche, j'écris, je suis très active donc avec le pacte pour la transition, plus récemment avec Mère au front. J'écris mes textes aussi. Je suis aussi conseillère en environnement et justice sociale chez Trudel Johnson L'Espérance, qui est le cabinet d'avocats. Ça tournera. De Mon Bruce. chien. Ouais, de Pas Bruce. du chien quand même. Non, c'est parce que là, tournera, il n'y a rien, tout va bien. Tout va bien. Oui, qui est un cabinet d'avocats très, très engagé, même si c'est un cabinet privé. Ils font beaucoup d'actions collectives et défendent à bien des égards, la justice sociale et environnementale, font beaucoup de dossiers pro bono. J'ai notamment été impliquée dans toute la poursuite, en fait, que TJL mène au nom des jeunes de moins de 30 ans du Québec pour en ayant Environnement Jeunesse comme représentant, entre guillemets, là, comme et donc, c'est une poursuite qui se fait contre le gouvernement fédéral pour son inaction en matière de changement climatique, parce qu'on considère qu'il y a véritablement des dommages qui vont être causés aux jeunes générations. Donc, ça, c'est un dossier qui me tient beaucoup à cœur. Puis autrement, ben, je relis des fois des documents, ou je participe à certaines rencontres quand l'équipe juge que c'est pertinent. Donc, c'est pas un travail qui est à temps plein, c'est plus en fonction des besoins des dossiers qui touchent à là où j'ai une expertise. Donc, somme toute, tu fais un travail quand même très, très intellectuel et très, j'imagine, comment dire, tu dois avoir le nez dans les livres un peu, là. Oui, puis dans les articles, dans je dois suivre un petit peu tout ce qui se passe, puis essayer de comprendre, puis de voir comment on pourrait faire les choses mieux à différents égards, notamment pour respecter les limites planétaires et puis faire en sorte qu'on ait une société où tout le monde puisse vivre dans la dignité, puis être heureux et en santé autant que possible. Et disons, si tu avais comme quelques, je dirais pas des rêves, là, mais disons des trucs très, très, très réalistes qui pourraient arriver dans les 10-20 prochaines années, que tu pourrais observer un vrai changement. T'sais. Est-ce qu'il y a quelques idées qui te viennent en tête? OK, des changements réalistes. Une société où on partage plus la richesse, donc plus équitable. Pour ça, il faut qu'on investisse plus en éducation de nos tout petits, même dans nos services de garde jusqu'à l'université, parce que les connaissances sont et la compréhension du monde sont une source de richesse aussi. Je pense qu'on doit mettre en place des règles du jeu qui vont faire en sorte que on bannit certains comportements qui sont trop dommageables pour l'environnement et on en encourage d'autres. Il y a certains titres très, très simples, juste dans le code du bâtiment, par exemple, dans la manière dont on construit puis on rénove. Il y a des choses aussi simples que les toits en bardeaux d'asphalte qu'on devrait juste pas utiliser. Puis au bout du compte, ça coûte plus cher aussi aux gens. Ça, c'est très, très concret, mais tu as ça dans tout... Dans tous les secteurs, qu'on construise de manière durable et écologique, qu'on cesse de gaspiller aussi, et juste de faire ça. Sur le plan alimentaire, par exemple, on sait que 30-50% de la nourriture produite est gaspillée. Je veux dire, c'est tout autant de terres qui sont cultivées pour rien, de pesticides, d'engrais qui sont utilisés pour rien, de tracteurs qui carburent aux énergies fossiles, de camions sur les routes. Je veux dire, tout ce gaspillage-là,
on pourrait le prévenir, on s'en trouverait juste tous mieux. Toute la question du suremballage aussi, il faudrait qu'on investisse autrement, donc qu'on sorte des énergies fossiles, et ça implique que dès maintenant, chacun d'entre nous qui avons de l'argent placé ici et là, on exige de nos fonds de pension qu'on n'investisse plus dans des pipelines, dans des projets d'exportation ou d'exploitation de sable bitumineux et d'autres types d'énergies fossiles, incluant le gaz. C'est le gaz, car là, si on est compte du vrai coût du gaz qui vient des énergies fossiles, ça deviendrait rentable de faire du gaz renouvelable, c'est-à-dire de composter, de faire des usines de biométhanisation qui nous permettraient de récupérer et ça, c'est possible le en gaz. plus. Oui, Ça se fait, là, et c'est ça se fait, c'est juste que c'est pas compétitif OK. pour l'instant, parce que justement, on ne tient pas compte du coût environnemental du gaz fossile ou du gaz de schiste et autres. Donc ça, on pourrait le faire de manière très concrète dans la récupération des lisiers, aussi dans nos fermes. On peut produire du gaz. Moi, j'étais éblouie. Combien de fois je me suis promenée à travers le monde, notamment en Amérique latine, puis je voyais des toutes petites fermes, des endroits où ils avaient honnêtement le 5 cochons et où ils récupéraient le lisier, et c'est ce lisier-là qui réussissait à leur fournir assez d'énergie pour alimenter la cuisinière de la maison, et puis produire, répondre à leurs besoins de base. Puis comment ça, nous, on a des méga porcheries, puis on n'est pas capable de le faire, alors qu'on a des connaissances, une expertise. Fait qu'il y a des choses à améliorer, mais il faut qu'on change nos priorités. Il faut qu'on mette au sommet de la liste la protection de l'avenir de nos enfants. Je veux dire, ça devrait aller de base. C'est comme la première chose que nos gouvernements devraient faire, puis nous tous, comme êtres humains, on a eu la chance, c'est comme un miracle que chacun d'entre nous, tel qu'on existe, soyons sur Terre. Imagine, là, juste un instant, le nombre de rencontres qui ont dû se produire à travers les millénaires pour qu'aujourd'hui, à tel moment X, tel spermatozoïde et tel ovule se soient rencontrés, et faire en sorte que nous deux, on soit ici vivants, comme tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je veux dire, c'est fabuleux. Fait que ça mérite d'être célébré puis respecté, mais on protège pas la vie. Puis on prend pas soin les uns des autres autant qu'on pourrait. Est-ce que c'est vrai là, qu'on dit souvent ça, disons, les lobbyistes du pétrole, ils tirent les ficelles? Est-ce que selon toi, c'est vrai, ça? Ah, absolument. Ouais. Absolument. Ils ont un pouvoir, oui, parce que j'ai connu et je connais des gens qui sont au pouvoir, là. OK. Et c'est très, très clair. Et bon, il y a l'industrie du pétrole, il y a l'industrie pharmaceutique aussi, il y a plein d'industries et qui utilisent des stratégies les plus sournoises pour maximiser leur profit et faire en sorte que les politiques publiques jouent en leur faveur, même si celles-ci, certaines d'entre elles, jouent en la défaveur de l'intérêt public. Tu sais, on le voit aux États-Unis où le lobby est encore plus puissant qu'ici parce qu'ils ont moins de garde-fous, je veux dire, pour leur système de santé. Je veux dire, il leur coûte beaucoup, beaucoup plus cher que ce qui nous coûte ici. Même au gouvernement, il coûte plus cher. Et pourtant, c'est toute l'industrie qui fait l'argent, les compagnies d'assurance, les pharmaceutiques et tout ça. Je veux dire, c'est un non-sens. Quand on laisse le privé prendre toute la place et on met pas les garde-fous nécessaires, je veux dire, ça va pas dans l'intérêt... Dans l'intérêt commun. Au Canada, en fait, c'est l'industrie du pétrole qui est la plus puissante en termes de lobby. Puis c'est des portes tournantes, des gens qui sont dans les gouvernements, qui en fait, c'est plus souvent des gens qui sont dans l'industrie, qui ensuite de ça vont travailler au gouvernement, et tel contact, tel ci, puis ça se fait de manière très, très insidieuse. Moi, je me souviens de Jean Charest qui avait comme été... qui avait terminé son mandat, puis qu'un an après, il était... pas PDG, mais comme président de Gaz Métro, je sais plus trop. Là, je me rappelle plus des détails. Ben ça, il y a Lucien Bouchard qui est très proche de l'industrie des énergies fossiles, qui a fait des contrats, mais tu sais, même Couillard, en fait, qui a été ministre de la Santé, puis ensuite premier ministre, puis après avoir été ministre de la Santé, il est parti travailler aussi pour une compagnie qui avait bénéficié grandement de certaines politiques mises en place.
efficace. Puis il y a eu un petit peu de critiques dans les journaux, mais à peine. Puis selon ce qui était là, ça respectait les codes d'éthique. Puis après, ça l'a pas empêché de revenir en politique et puis de devenir premier ministre. Je veux dire, il y a ça, où tu regardes dans le... Paradis, l'ancien ministre de l'Agriculture au Québec, avait dénoncé notamment la présence des compagnies agrochimiques, disant que c'était plus puissante que le gouvernement. Là. Il l'a dit lui-même. Quand on regarde comment fonctionne l'industrie pharmaceutique, ils vont pas hésiter à financer des groupes de patients pour que les patients mettent de la pression sur le gouvernement pour faire adopter tel nouveau médicament, alors que c'est pas plus efficace que les autres médicaments d'avant, mais c'est juste que eux, ils ont plus de redevances à cause des brevets sur les nouveaux médicaments que ceux qui sont hors brevet, parce que ça fait plus de 20-30 ans qu'ils ont été découverts. Fait qu'il y a un paquet de magouilles qui sont... Puis beaucoup de ces magouilles-là sont même légales, je dirais, sont acceptées, puis nos gouvernements les laissent passer. Toutes les abris fiscaux aussi, hein? Ça, c'est terrible. Tous ces échappatoires-là, je veux dire, il y en a beaucoup qui sont juste... qui sont légaux, qui sont autorisés. Il y a plein de mécanismes qui font en sorte que les gens riches peuvent devenir encore plus riches. Puis ça fait en sorte qu'on a moins d'argent à investir dans le collectif, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans tout ce qui, dans le fond, nous rend plus riches collectivement. Moi, je peux pas croire que comme le Jeff Bezos, il pourrait comme payer moins d'impôts que moi, qui fait comme 25 000 par année, puis lui, il fait... c'est l'homme le plus riche au monde, tu sais, mais il y a tout plein de... C'est tellement chiant, là, quand tu regardes ça. C'est injuste, puis ça rend les gens cyniques, malheureusement. Puis ça fait en sorte que quand les gens sont cyniques, ils sont moins dans l'action, alors qu'on a besoin d'être dans l'action pour changer les choses. Tu sais, il faut se dire que le monde, là, il se crée, il est ce qu'il est en fonction de choix qu'on fait individuellement et collectivement. Les choses sont pas ce qu'elles sont juste comme ça, naturellement, là. Il y a des gens qui prennent des décisions, puis nous, on peut prendre des décisions différentes. Et le monde va changer si on se met ensemble pour le faire changer, surtout. Est-ce que toi, justement, tu as parlé d'action. Mettons, moi, OK, demain matin, peut-être pas demain matin, mais disons lundi matin, OK, je décide de manifester contre, justement, les pétrolières, mais mon moyen de pression, ça serait de mettre avec une gang puis de bloquer le pont Champlain à heure de grand trafic. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Est-ce que toi, t'es pour ce genre de moyen de pression-là? Moi, je crois à la diversité des tactiques et puis des stratégies. Je pense que ça prend des forces plus radicales à certains moments, plus dérangeantes pour forcer un certain éveil. C'est sûr que plusieurs vont dire... OK, ben ça va avoir l'effet inverse parce que ça va mettre des gens de mauvaise humeur, puis ça va faire en sorte qu'en bloquant le trafic, il y a des gens qui peuvent pas aller travailler alors qu'ils sont pour rien dans le problème. Puis je comprends qu'aux yeux de certains, ça puisse être perçu comme une mauvaise stratégie, mais en même temps, quand on regarde, on s'intéresse aux mouvements sociaux puis aux changements sociaux, force est de constater que tout ce qui est désobéissance civile, mais la désobéissance civile fait partie des choses qui doivent être faites pour que ça change. Fait que, tant que ça reste non violent, à mon avis, c'est quelque chose que je vais dire qui est une stratégie qu'on peut adopter. C'est pas nécessairement ton combat à toi, par contre. Non, mais je dois dire très honnêtement, Jules, que là, moi, ça fait 30 ans que je m'implique en environnement, que j'essaie de faire changer les choses par toutes sortes de moyens différents. Puis évidemment, on a l'habitude de m'entendre parler des solutions. J'ai beaucoup mis d'énergie là-dessus. Les 101 idées du pacte, c'est ça. Mon dernier livre, La transition, c'est maintenant, c'est ça. Ma thèse de doctorat, c'était ça, qui est dans mon livre, La transition, c'est maintenant. Puis on voit à quel point les changements sont lents à opérer et que l'éveil est pas suffisamment rapide. Là, on est proche du mur que je me dis, OK, est-ce qu'il va falloir que moi aussi je fasse de la désobéissance civile, tu sais? Je me questionne. Quelque part, toutes les discussions qu'on a avec certaines mères au front, là, qui est un mouvement très décentralisé, donc où dans le fond, chacune
choisi de s'impliquer de différentes manières, mais... Tu choisis de devenir membre, finalement? Ça marche comme ça? Ben, en fait, tu choisis d'être. Il n'y a même pas de membership. T'es mère ou même t'es père ou t'as pas d'enfant, peu importe, mais tu veux t'associer à ça et te dire mère au front parce que tu partages les valeurs et le désir de transformer les choses. Tu peux te dire mère au front, puis mais faut respecter juste la mission générale, mais c'est très général, mais avec plusieurs mères au front, dont des mères qui se sont jamais impliquées d'aucune manière en environnement ou autre, qui sont prêtes à aller beaucoup plus loin parce que elles sentent que là, il faut qu'on arrive à un point de bascule autre que celui de l'effondrement. Il faut qu'on aille vers un point de bascule qui nous amène à revoir notre manière d'organiser nos sociétés, à réduire notre empreinte écologique, puis on peut le faire. Toutes les solutions existent. C'est ça qui est frustrant, je te dirais, parce que quand tu vois tout ce qui peut être fait de très, très concret qui va amener une société meilleure, c'est pas un retour à la grande noirceur où on va on va s'éclairer juste aux chandelles. On a plein de technologies, mais c'est pas juste des technologies, mais c'est d'abord de changer notre mode de vie, mais c'est pas de surconsommer qui nous rend heureux. On le sait moindrement qu'on s'y arrête. C'est de revoir notre rôle sur Terre, notre façon de vivre, puis d'être heureux. En revenir à qu'est-ce qui nous rend heureux, dans le fond. Moi, j'avais pris une phrase, justement, le document « 101 idées pour la relance », puis c'était « Tout ce qui contribue à la dégradation de notre monde devrait décroître. » Ouais. Donc, je trouve que c'est une phrase qui parle beaucoup. Donc, de peut-être justement arrêter de pousser l'industrie pétrolière. Tabarnak! Absolument, oui. Oui, mais surtout qu'on a des alternatives. Puis là aussi, on gaspille tellement d'énergie à tous les niveaux. Puis le Québec est vraiment dans une position privilégiée parce qu'on a de l'hydroélectricité. Donc, pour nous, c'est pas si compliqué que ça de devenir des exemples, mais il faut qu'on se libère des énergies fossiles, puis qu'on organise nos sociétés autrement, puis qu'on réponde à nos besoins autrement, parce qu'on est responsable aussi en partie de certaines émissions de gaz à effet de serre qui sont faites ailleurs. On importe plein de produits de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, où est-ce que, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie fossile et beaucoup de gaz à effet de serre qui sont envoyés dans l'atmosphère. Mais finalement, c'est souvent les pays les plus pauvres qui polluent le moins, tu sais. Par habitant, oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est les plus grands consommateurs sont les plus grands générateurs de gaz à effet de serre. La question qui déchire. On y va avec la question qui déchire. Attention, la question qui déchire. Quel accomplissement te rend le plus fier jusqu'à date dans ta carrière? Dans ma carrière. Ben, je vais dire, moi, dans autrement... ta vie. Ben, dans ma vie, moi, je dirais... Pas obligé de carrière, moi, dans le fond. Je sais pas si c'est un accomplissement, mais je pense que c'est mes enfants, là. C'est ce qui est le plus précieux pour moi. Tu sais, mes enfants directs, je dirais ma famille reconstituée aussi, là. C'est tellement merveilleux d'être si bien entourée. Sur le plan professionnel, ben, je suis évidemment très fière d'Équiterre. Je pense que ça a contribué à créer des changements dans la société québécoise. Je suis très fière du Pacte pour la transition aussi, même si c'est plus récent, puis c'est à plus court terme. Là, le Pacte pour la transition, c'était vraiment un projet de 2 ans, là, qu'on arrive au bout maintenant. Je suis très fière du commerce équitable aussi, comment, dans le fond, au départ, quand j'ai commencé à m'impliquer là-dedans, il y avait à peu près rien au Québec, puis aujourd'hui, on trouve du café équitable au dépanneur du village, à l'épicerie, dans plein de cafés. Wow. Et restaurants, puis ça, c'est quelque chose qu'on a, tu sais, on est parti de rien, puis ça s'est vraiment déployé beaucoup. Vite, c'est quoi le commerce équitable? En fait, c'est un moyen d'échanger, en fait. C'est surtout pour des importations de produits qu'on peut pas cultiver ici. Par exemple, le café, le thé, le sucre, le chocolat et autres. C'est acheté à un prix juste à des producteurs qui, dans le cas du café,
par exemple, sont organisés en coopérative. La plupart sont aussi certifiés bio. Certains sont bio Ouais. sans être Ouais. certifiés, mais l'idée, c'est de payer un juste prix pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie, parce qu'on sait que la culture de ces denrées-là se fait souvent dans des conditions exécrables sur le plan humain, puis aussi environnemental. Il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés dans les grandes plantations de bananes, notamment. Ça aussi, on Ouais. trouve des bananes équitables, même à l'épicerie du village. Et ça, c'est des choix importants qu'on peut faire, ce qui implique pas des grands sacrifices. C'est un exemple entre acheter du café équitable ou non équitable. Puis en plus, je vous dirais que le café équitable qui nous a offert, en général, des grands cafés. Là, C'est donc, ça, la ils sont meilleurs en qualité plus, ouais, c'est est ça. supérieure. Hein? En plus, c'est bio, donc il n'y a pas de résidus de pesticides ou d'engrais chimiques dedans. Donc, on fait des choix qui sont bénéfiques à la fois pour les producteurs et pour nous aussi. Donc, ça devrait aller de soi. À la limite, on ne devrait pas permettre Le contraire. ouais, c'est ça, du café qui soit inéquitable, parce que, ou du sucre, dans les plantations de sucre en République dominicaine, notamment, ce qui a été documenté par des chercheurs là-bas, par les Nations unies aussi, c'est que c'est des conditions de quasi-esclavage, voire même d'esclavage moderne qui existent, notamment de travailleurs haïtiens qui se font prendre leurs papiers, qui sont maintenus dans des plantations où l'espérance de vie est de 35-40 ans, là, tant les conditions sont terribles. Ça existe encore, tu sais, Ah on en ouais. fait fi. Wow. Tu m'as l'air d'une femme vraiment douce, Laure, mais on dirait que je t'imagine justement comme te fâcher derrière ton ordi là, en lisant des articles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as un petit côté un peu plus colérique peut-être? Ou, Ben oui, je me fâche. Ben colérique, oui, des fois je pique des colères, là. Il faut en demander à mon fils Colin quand je me fâche ou Alphée. C'est pas drôle. Mais j'essaie de canaliser ma colère et ma tristesse qui vient par la lecture de certaines choses ou certaines situations en changement. Je me dis, c'est là pour m'avertir qu'il faut que je passe à l'action d'une manière ou d'une autre, parce que je pense qu'autrement, je serais très éco-anxieuse, comme beaucoup d'autres Ouais. gens, notamment les jeunes. Mais je pense qu'il faut utiliser ces émotions-là comme une source d'énergie pour changer le monde, puis ça fait en sorte qu'on se sent beaucoup mieux aussi. Donc, plutôt que de cultiver la colère ou la tristesse, on la canalise, on la transforme en quelque chose qui fait en sorte qu'on se sent mieux, parce qu'on sent que on fait partie du changement, même si on est lucide, puis on sait que c'est pas une personne qui va changer le monde toute seule, mais chacune de nos décisions y contribue. Est-ce que t'as dit souvent là, que tu ferais peut-être le saut en politique un jour, ok? Ouais, J'ai à entendu force de me le faire quelques fois. demander. Ah ouais, c'est ça. Mais là, c'est pour quand, là, ce fameux saut? Oh Là? là là! Je sais pas, parce que, mais tu sais, concrètement, il y a la présence d'Alphée dans ma vie à temps plein qui est presque plein, parce que des fois elle va chez son papa, mais son papa habite à 5 heures de route, fait que Ah c'est ouais, un peu ok, loin, ok. fait qu'elle y va à l'occasion, mais elle est majoritairement avec moi, ce qui fait en sorte que une carrière politique implique d'être très absente, et pour l'instant, je me vois pas faire ce choix-là. Ceci dit, T'es on pas est en obligé train non plus, de... tu sais, de le faire. Non, mais en même temps, tu sais, je crois que les politiciens doivent faire beaucoup plus que ce qu'ils font Ok, en ce ouais. moment. Donc, je me dis, si je peux jouer Tu veux un rôle, t'infiltrer pour... si je veux essayer de pousser, puis en même temps, Ben ouais. on est un petit peu pris avec un système politique, tu sais, qui a pas de proportionnalité, ce qui fait en sorte que souvent on se retrouve avec les mêmes partis au pouvoir, Ouais. puis je pense pas que je me reconnaîtrais dans les partis Ok. qui en ce moment Ouais. pourraient se retrouver au Et pouvoir. puis, Donc, qu'est-ce que tu penses de ton ancien collègue, justement, Steven Guilbeault, avec qui tu as fondé Équiteur, que lui s'est joint au sein du Parti libéral? Et ouais, qu'est-ce que tu penses de ce move-là?
Ouais, ben, je pense que bon, Steven, c'est un pragmatique, il a envie de changer les choses et puis il s'est dit que il fallait qu'il se présente Systématiquement, dans un ouais. parti justement qui Qui se fait pouvait élire. être au pouvoir, se faire Ouais. élire, puis que là, il serait dans une position où il pourrait changer les Mhm. choses. Bon, là, il est ministre du patrimoine, C'est ça. je dirais jusqu'à quel point il peut changer des choses en environnement. C'est sûr que Mais moi, je m'attendais à ce qu'il soit ministre de l'Environnement. J'ai pas compris ça. mais là encore, je pense Finalement, que ça marche le pas comme... lobby pétrolier, ça c'est un Ouais, bon exemple, en ouais. fait, le lobby pétrolier, puis tout l'Ouest canadien, puis l'Alberta aurait vraiment pris ça comme un affront, là. Mais dans les faits, moi je pense que le Parti libéral devrait juste mettre ses culottes. De toute façon, ils ont pas, à peu près pas d'élus dans ces régions-là, puis dire, mais là, on va la faire, la transition, on va pas écouter l'industrie pétrolière, mais on Ouais. va travailler avec la population, donc les travailleurs notamment du secteur de l'énergie, des énergies fossiles, on va les accompagner dans la transition. On va juste penser ce qui est prévu en termes de coûts avec l'argent public, le coût fédéraux du pipeline Trans Mountain, là, à l'achat qui était déjà 4,5 milliards, mais toute la réfection qui doit être faite pour que le projet se fasse, c'est 12,5 milliards. Imagine, avec 12,5 milliards, là, tu peux payer des travailleurs qui actuellement sont dans l'industrie pétrolière pour qu'ils se forment pendant plusieurs années c'est ça. dans d'autres secteurs, qui se Exact. réinventent. Tu peux payer plein de recherches et de développement. Tu peux subventionner des entreprises ou des startups pour qu'ils développent d'autres secteurs économiques qui vont être moins polluants puis qui vont créer des emplois. Parce que la question de l'emploi, elle est fondamentale. Moi, je pense qu'il faut être à l'écoute des travailleurs dans ces secteurs-là. Probablement, si j'avais grandi en Alberta, tu sais, puis que pas toute ma famille, mais tu sais, j'avais sûrement des oncles qui travaillaient dans le domaine, mais en même temps, je pense pas que je me mettrais la tête dans le sable en me disant je sais que cette industrie-là contribue, tu sais, à la déchéance, si je peux me permettre, de la planète. Fait que peut-être j'accepterais quand même de changer de domaine. On dirait que c'est, je sais pas, de se mettre un peu justement la tête dans le sable, ouais, de pas regarder. C'est dans les sables bitumineux, ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, on a tous nos biais cognitifs, hein, on a tous, puis en Alberta, ce que j'ai compris, c'est que l'identité des Albertains, puis toute leur capacité à se développer, entre guillemets, économiquement au cours des dernières années, est associée à l'industrie des énergies fossiles. Fait qu'il y a une dissonance cognitive. Puis, fait que ça, on a tous nos biais cognitifs, Ça, mais sûr. il faut, au-delà de présenter l'information, je pense qu'il faut leur faire sentir que c'est l'avenir de leurs enfants aussi qui est en jeu. Puis c'est pas juste la responsabilité des autres, parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est « Ah, c'est la Chine, c'est les autres régions du monde. » Alors, juste à regarder le discours, là, il y a eu la course pour la chefferie au Parti conservateur. Là, je veux dire, ils ont tous le même discours pro-pétrole. Fait il faut sortir de ça puis voir qu'on a des intérêts plus larges. Puis oui, on a besoin d'énergie, mais on peut produire de l'énergie autrement. Puis tant qu'on va investir dans des infrastructures puis dans des emplois qui sont dans le secteur des énergies fossiles, on va s'enfoncer toujours plus creux dans le problème plutôt que de développer les solutions. Il faut avoir le courage de dire, mais là, ça suffit. On peut plus faire ça comme ça. Exactement. Ça ou ça. Là, on va terminer avec ma chronique Ça ou ça. Donc, je te donne 2 choix. Tu choisis entre les deux, puis tu me dis pourquoi rapidement. Donc, matin ou soir? Ah, excuse-moi. Matin ou soir? Ça dépend pourquoi. OK. Il faut que je te dise vraiment juste un des deux. Matin. Matin? Plus productive le matin? Oui. Ou plus allumé? Plus clair après mon café. OK. Été ou hiver? Été. Été. Thé ou café? Café. Équitable? Absolument. Et bio. OK. Campagne ou ville? En campagne. Campagne? Mais j'aime la ville aussi. Ah, c'est difficile dans le fond. Toutes tes questions, j'aime les deux. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, faut choisir, hein, tu sais. C'est dur de choisir. Vin blanc ou vin rouge? Rouge. Vin rouge? Salé ou sucré? Salé. OK.
Est-ce que plus chips que, disons, bonbons? Ou... Oui, Ah définitivement. ouais, ok. Là, ça, c'est un peu stretchy peut-être, mais sport ou culture? C'est très Ça, large. c'est trop dur. Ouais, La ok. culture, quand même. Ok, Mais en même temps, le sport, c'est la santé, mais la culture, c'est la santé mentale, et puis le sport, aussi. c'est la santé physique. On Hein? a besoin des deux. Non, je refuse de faire un Ok, choix. pas de choix sur cela. Là, la dernière question, manger local ou manger vegan? Local. Local? Local, mais le moins de produits animaux possible. Ouais, quand Je pense même. que c'est une question d'équilibre, là. On Mm. mange beaucoup trop de viande, puis pour le bien-être des animaux, puis pour le bien-être de la planète et pour notre santé. Fait que je pense que un petit peu de viande à l'occasion, Exact. biologique, avec des animaux qui ont été bien Mm. soignés, des œufs aussi, du fromage aussi fait par des artisans et tout, mais en petite quantité, puis majoritairement des fruits, des légumes, des Ouais. légumineuses, des céréales et tout. Ouais. Bon, mais parfait. Le plus local possible, hein? Oui, On soutient local. local et bio. Yes. Merci, Laure. Merci à toi, Merci Gilles, c'était un beaucoup. plaisir. Yes, je te laisse retourner à tes vastes occupations. Merci beaucoup. Bye. Salut.